Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la relation entre l'innovation et la croissance économique d'un pays. Comment l'innovation active-t-elle la croissance économique? Commençons par le contexte. Dans les années 50, certains modèles de croissance économique avaient activé les débats. Par exemple, le modèle de Solow, qui reposait sur l'idée principale selon laquelle la croissance économique était alimentée par l'accumulation du capital. Ça veut dire quoi? Dans une entreprise, lorsque vous avez 5 travailleurs et 2 machines et que l'entreprise décide d'ajouter la troisième machine, la production augmente. Lorsqu'on ajoute la quatrième machine, la production augmente, mais de moins en moins. Pourquoi? Parce que nous avons plus de machines que de travailleurs. Parce que dans ce modèle, il suppose que le travail reste constant, tandis que c'est uniquement le capital qui est variable. Donc, si on ajoute de plus en plus de machines, alors que le travail ou le nombre de travailleurs demeure constant, ça veut dire tout simplement qu'il y aura un moment où une nouvelle machine cessera de produire, cessera d'apporter les gains. Pourquoi? Parce qu'il y aura des machines qui ne vont pas être utilisées. Parce que les travailleurs vont devoir être obligés de pouvoir utiliser de moins en moins pour de pouvoir consacrer efficacement le temps à chacune des machines. Parce qu'il y a un pléthore de machines face à un nombre réduit de travailleurs. C'est ça qu'on appelle les rendements marginaux décroissants du capital. Donc, la croissance cesse du fait des rendements marginaux décroissants du capital dans le modèle des Solow. Et cette accumulation du capital dans ce modèle provient de ce qu'on appelle l'épargne. Et l'épargne est exogène. Pourquoi? Parce que les ménages épargnent une fraction constante de leurs revenus. Et que dans ce modèle-là, le taux d'épargne n'est pas déterminé par les taux d'intérêt ou par les préférences pour la consommation future des ménages. Comprenons par exemple le modèle de Ramsey, Cass et Koopmans, qui stipule que les ménages épargnent en fonction du niveau des taux d'intérêt et de leurs préférences pour la consommation future. Ça veut dire quoi? Quand les taux d'intérêt augmentent, les ménages épargnent davantage parce qu'ils souhaitent ou ils supposent obtenir des gains plus élevés de leur placement. Et quand les ménages font preuve d'une préférence élevée pour la consommation future, les ménages épargnent davantage aujourd'hui. Donc, ce sont les deux principaux déterminants de l'épargne dans les modèles de Ramsey, Cass et Koopmans. Alors que dans les modèles de Solow, l'épargne était exogène parce qu'il supposait que les ménages épargnaient une fraction constante de leurs revenus. Alors, le modèle de Solow nous montre les mécanismes de convergence économique entre pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être fait pour que certains pays puissent rattraper ou converger vers d'autres? Parce qu'il y a des pays qui sont déjà à un niveau de croissance économique très élevé, alors que d'autres sont au plus bas niveau de l'échelle. Quels sont les mécanismes que Solow nous exhibe pour que ceux qui sont au plus bas niveau de l'échelle puissent croiser ou rattraper les autres? Il y a deux conditions. La première, c'est que les deux pays doivent avoir la même technologie de production. Ça veut dire que la même fonction de production ainsi que le sentier de l'efficacité de chaque travailleur. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que les deux pays doivent avoir les mêmes fondamentaux, à savoir le taux d'épargne, le taux de dépréciation du capital, qu'on appelle par exemple l'usure des équipements, parce qu'au fil du temps, les machines s'usent, les bâtiments se détériorent. Et le troisième facteur, c'est la croissance démographique. Donc, les mêmes fondamentaux économiques ainsi que la même technologie de production sont les deux principaux éléments qui permettent ou qui facilitent la convergence entre pays. Et c'est ça qu'on appelle la convergence conditionnelle dans le modèle de Solow.
Grosso modo, dans le modèle de Solow, c'est l'accumulation du capital qui est le moteur de la croissance économique. Et cette accumulation provient de l'épargne qui est exogène. Donc, dans un pays, lorsqu'on a beaucoup plus d'épargne, parce que c'est l'épargne qui finance l'investissement, lorsqu'on a beaucoup plus d'épargne, l'investissement augmente, l'accumulation du capital augmente et c'est ça qui permet d'activer la croissance. Mais à un moment donné, la croissance va cesser lorsque le travail reste constant alors que l'augmentation du capital est continuelle. Alors, pour contourner ou pour résoudre, pour pallier cette difficulté, il y a des modèles qui ont mis en relation l'innovation à la croissance économique. Parce que dans le modèle de Solow, il supposait que la croissance durable, la croissance de long terme, ne pouvait être atteinte que par l'introduction du progrès technique. Donc c'est le progrès technique qui permettrait ou qui faciliterait la croissance économique de long terme dans le modèle de Solow. Mais seulement dans celui-ci, ce progrès technique était exogène. Il tombait du ciel. Il n'était pas généré à l'intérieur du modèle. Il supposait tout simplement que ces progrès techniques étaient un résidu qu'on appelle les résidus de Solow. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas expliqué par le capital et le travail s'appelait les résidus de Solow. Mais dans les modèles de croissance qui mettent en lien l'innovation à la croissance économique, affiche l'élément principal tel que le progrès technique est endogène. Il est endogénéisé. Il peut être déterminé à l'intérieur du modèle par les agences économiques, par les décisions prises par les agences économiques. Le progrès technique provient de l'innovation, de l'investissement en recherche et développement, de l'éducation, par exemple. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'activer ce progrès technique. Donc, il n'est plus exogène, mais plutôt endogène. Alors, comme notre sujet du jour s'appelle relation entre innovation et croissance économique, nous allons maintenant aborder les deux principaux modèles, à savoir le modèle d'expansion de la variété de Paul Romer des années 1990, ainsi que le modèle de destruction créatrice, de Philippe Aghion et Howitt des années 1992. Commençons par le modèle d'expansion de la variété des Romer. Mais avant cela, je voudrais d'emblée dire que dans tous les deux modèles, c'est l'innovation qui active la croissance économique. Et selon Joseph Alois Schumpeter, l'innovation n'est pas à confondre avec l'invention. L'invention, c'est la commercialisation, et plutôt l'innovation, c'est la commercialisation d'une invention. L'invention, c'est la création d'une nouvelle idée, d'un nouveau procédé, mais qui n'est pas encore utilisé par le public, qui n'est pas encore commercialisé. Alors que l'innovation permet la commercialisation et l'usage d'une invention par les acteurs économiques. Autrement dit, c'est la valorisation de l'invention. C'est ça qu'on appelle l'innovation. Et Joseph Schumpeter distingue 5 types d'innovation, à savoir l'innovation des produits, l'innovation des procédés ou des techniques de production. Troisièmement, l'innovation des débouchés. 4, l'innovation organisationnelle. Et 5, l'innovation des matières premières. Ce sont les 5 types d'innovation que Joseph Schumpeter distingue. Alors, abordons maintenant le premier modèle qui met en relation l'innovation et la croissance économique. Le modèle de Romer, qu'on appelle autrement le modèle d'expansion de la variété. Donc, Paul Romer divise l'économie en 3 secteurs, à savoir le secteur de la recherche et développement, le secteur des biens intermédiaires, ainsi que le secteur du bien final.
Comme dans son modèle, l'idée clé ou le moteur de la croissance, c'est l'innovation. Mais cette innovation est activée par quoi? C'est par les stocks de connaissances. C'est par le savoir. C'est l'accumulation des connaissances qui permet de produire l'innovation. Et comme il divise l'économie en 3 secteurs, ça veut dire que le secteur de la recherche et développement s'occupe de pouvoir produire de nouvelles idées, de nouveaux designs par exemple, de concevoir de nouveaux produits, et le secteur des biens intermédiaires est en relation directe avec le secteur de la recherche et développement. Parce que quand le premier secteur, c'est-à-dire le secteur de la R&D, produit de nouvelles idées, ces idées sont mises en valeur par le secteur produisant les biens intermédiaires. Parce que le secteur des biens intermédiaires va utiliser, va intégrer les connaissances ou va utiliser les conceptions produites par le secteur de la R&D dans la production de ces biens intermédiaires. Vous voyez? Par exemple, si vous avez un laboratoire de recherche dans une université quelconque qui vient de découvrir un nouveau procédé ou une nouvelle formule qui permettrait de fabriquer un nouveau médicament, par exemple. C'est-à-dire, c'est à partir de cette conception, à partir de cette formule, que le secteur des biens intermédiaires peut se servir. Donc, il s'en sert pour fabriquer, par exemple, un certain médicament. OK? Et donc, une fois que le secteur des biens intermédiaires a produit un bien, donc celui-ci va devoir être en relation avec le secteur de production du bien final. Parce que celui du bien final utilise les biens intermédiaires pour produire les biens qui sont directement utilisables par les consommateurs finaux. Prenons l'exemple des entreprises qui fabriquent des voitures électriques ou des voitures qui utilisent par exemple des batteries silencieuses ou des batteries plus puissantes par exemple. Ça veut dire que l'idée provient du secteur de la R&D qui a produit une nouvelle connaissance qui permettrait au secteur des biens intermédiaires de pouvoir fabriquer cette nouvelle batterie. Et une fois qu'on a fabriqué cette nouvelle batterie, les entreprises qui fabriquent les véhicules, par exemple, vont devoir utiliser ces nouvelles batteries, vont devoir les incorporer dans leurs voitures afin de les mettre en vente. Vous voyez? Et dans le modèle des Romer, il ne s'agit pas de pouvoir remplacer les anciens produits par les nouveaux. Non, il s'agit d'ajouter de nouvelles variétés. Il y a une différence entre détruire en créant une nouvelle variété, en créant un nouveau produit et ajouter une nouvelle variété. Donc dans le modèle de Romer, c'est l'ajout des nouvelles variétés. Donc les anciennes variétés ne s'effacent pas ou ne sont pas détruites ou ne disparaissent pas de l'économie, non. Ces anciennes variétés existent toujours, mais il y a l'ajout des nouvelles variétés. Et l'entreprise du bien final va devoir demander les quantités de chacune des variétés, ce qui va augmenter la production dans l'économie. OK? Donc, pour conclure, avec le modèle des Romer d'expansion de la variété, l'innovation provient du stock de connaissances, de l'investissement en recherche et développement. OK? Et c'est l'expansion de la variété qui permet d'alimenter la croissance économique. Tandis que dans les modèles d'Aguillon et Howitt des années 1992, c'est la destruction créatrice, parce que leur modèle repose sur l'idée de Joseph Schumpeter. Ça veut dire que leur modèle divise l'économie en 2 secteurs. Le secteur de production ainsi que le secteur de la recherche et développement.
Donc, le secteur de la R&D va devoir produire de nouvelles idées et le secteur de production va devoir se servir de ces idées-là produites par le secteur de la R&D pour pouvoir produire les biens qui peuvent être directement utilisés par les consommateurs. Et dans le modèle d'Aguillon et Howitt, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'innovation provient ou est activée par la concurrence. C'est la concurrence qui pousse les entreprises à innover. Parce que quand l'entreprise innove aujourd'hui, c'est-à-dire crée un nouveau produit aujourd'hui, cette entreprise va bénéficier des gains des monopoles, des rentes des monopoles, tout en sachant très bien que dans les jours futurs, si elle n'innove pas, l'innovation actuelle sera remplacée par l'innovation actuelle de la période future. Et donc, c'est cette poursuite, c'est cette course au maintien de la position des leaders et de la compétitivité qui pousse les entreprises à innover permanemment. C'est-à-dire, prenons l'exemple de Apple et Samsung aujourd'hui, qui sont deux géants dans le domaine de la fabrication des téléphones, par exemple. Si Apple arrive à innover, c'est-à-dire à mettre sur le marché un nouveau smartphone qui a de plus en plus de fonctionnalités innovantes, si Samsung n'arrive pas à innover, ça veut dire que Samsung va devoir être écrasé et perdra une part des marchés à travers le monde. Donc Samsung a l'obligation de pouvoir innover également pour maintenir sa demande. Et c'est comme ça que la croissance croît durablement. Donc, c'est la destruction créatrice dans les modèles d'Aguillon et Howitt. Donc, pour arriver à comparer les deux modèles, chez Aguillon et Howitt, c'est la destruction créatrice. Ça veut dire que les nouveaux produits remplacent les anciens produits. Et les nouvelles entreprises remplacent les anciennes entreprises. Tandis que chez Romer, c'est l'ajout de nouvelles variétés sur les anciennes. De deux, par rapport au moteur ou aux facteurs déterminants de l'innovation. Chez Romer, c'est le stock de connaissances qui active l'innovation. Tandis que chez Aguillon et Howitt, c'est cette course à l'innovation et cette course au maintien de la compétitivité, au maintien de la position des leaders qui pousse les entreprises à innover. Donc, quand tu n'innoves pas, par exemple, on va devoir te supplanter, on va t'éliminer, on va t'écarter du marché et tu perdras la part des marchés. Donc, si dans un pays, on a de plus en plus d'entreprises qui innovent, donc ce pays-là va maintenir sa compétitivité au niveau international et son économie va croître indéfiniment. Troisièmement, c'est par rapport au rôle de l'État. C'est-à-dire, chez Aguillon, et plutôt chez Romer, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit davantage investir dans la recherche et le développement ainsi que dans l'éducation. Il faut par exemple augmenter les dépenses publiques, il faut construire des universités et écoles qui remplissent des normes, il faut équiper les bibliothèques, il faut mettre à disposition des chercheurs de toutes disciplines confondues des fonds nécessaires à la production des connaissances, aux découvertes, aux recherches fondamentales et appliquées. Vous voyez? Et chez Romer, et plutôt chez Aguillon et Howitt, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit garantir une saine concurrence. Parce que c'est la concurrence qui pousse les entreprises à innover chez Aguillon et Howitt. Et donc l'État doit juste favoriser ou maintenir ou alors mettre en place des dispositifs qui permettraient une concurrence saine. Par exemple, éviter des monopoles chez Aguillon et Howitt. Voici comment l'innovation est un moteur de croissance économique. Donc, et aujourd'hui, la plupart des pays sont
à la course de l'innovation. C'est l'innovation qui permet une croissance économique de long terme. Merci, j'espère que l'explication a été claire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et à liker la vidéo. À la prochaine.